Bonjour, je suis Jamie Alloy-Dallaire, professeur spécialisé en comportement et bien-être animal au département des sciences animales de l'Université Laval. Vous êtes maintenant arrivé à la dernière partie de la formation sur les impacts du stress thermique chez le porc. Cette partie porte sur les adaptations comportementales des porcs au stress thermique. Autrement dit, comment ces animaux réagissent-ils lorsque leur environnement devient trop chaud ou trop froid? Et jusqu'à quel point est-ce que ces réactions peuvent les aider à bien s'en sortir dans de telles circonstances? Commençons premièrement en pensant aux adaptations physiologiques. Surtout lorsqu'il est question de stress de chaleur, les porcs sont plutôt limités dans leurs possibilités d'adaptation. C'est vrai premièrement parce que leurs glandes sudoripores sont très peu fonctionnelles. Les porcs ne suent pas à grosses gouttes comme nous, ce qui fait qu'ils ne parviennent pas à évacuer beaucoup de chaleur par voie d'évaporation. Ils peuvent le faire en trouvant un autre moyen de se mouiller le corps. Si on pense par exemple aux animaux logés à l'extérieur qui ont accès à une bauge et qui peuvent se rouler dans la boue. Ils peuvent aussi perdre de la chaleur par évaporation par voie de halètement, un peu comme un chien. Mais le problème avec le halètement, c'est que les pertes demeurent assez limitées, parce que ça nécessite aussi une augmentation du rythme respiratoire, qui vient donc aussi augmenter la production de chaleur. Deuxièmement, les porcs sont limités dans leur capacité à perdre de la chaleur à la surface de leur corps, en faisant circuler le sang tout chaud juste en dessous de la surface de la peau, ce qu'on appelle la dilatation des vaisseaux sanguins à cet endroit. Ils sont limités à ce niveau parce qu'ils ont une épaisse couche de gras qui peut certainement être utile par temps froid, mais aussi un obstacle quand il fait chaud. Finalement, les porcs d'aujourd'hui sont le résultat d'un long processus de sélection qui a favorisé les animaux qui ont une croissance rapide et un poids corporel ultime plus élevé. Cette sélection a été bénéfique au niveau de la production, mais elle a aussi eu comme effet de rendre les animaux plus vulnérables au stress de chaleur. Une étude démontre que la température critique supérieure des porcs a diminué de 4 degrés Celsius en quelques décennies. Je vous rappelle qu'il s'agit du seuil au-delà duquel les animaux se trouvent en stress thermique. Le diagramme à l'écran représente les façons dont les porcs tentent de s'adapter lorsqu'ils sont confrontés à une augmentation de la température ambiante. Il s'agit plus précisément des adaptations de la truie allaitante. Et donc, il y a certains éléments, comme la production de lait, qui ne s'appliquent évidemment pas aux autres stades de production. La partie en bleu, à droite, représente plus ou moins les changements physiologiques dont je viens de vous parler. À noter que l'augmentation de la température corporelle, lorsque l'environnement est trop chaud, mène d'elle-même à une augmentation des pertes de chaleur vers l'environnement. Un corps plus chaud perd nécessairement plus de chaleur. Dans la partie en vert, au milieu, on retrouve des stratégies visant à limiter la production de chaleur. Ce sont des stratégies qui passent essentiellement par des modifications du comportement. Et c'est ce dont je vais vous parler à l'instant. Au niveau du comportement, le porc régule sa température premièrement en choisissant où se situer dans son environnement. Il se déplace vers les endroits où il pourra se réchauffer ou se refroidir. Pour des animaux à l'extérieur, par exemple, ils peuvent se déplacer au soleil ou à l'ombre. À l'intérieur, si on pense aux petits porcelets, ils peuvent aller se placer sous la lampe chauffante ou se coller sur la truie. Ailleurs, des animaux peuvent choisir de se placer dans un courant d'air ou d'éviter les courants d'air. Ce sont des stratégies, en gros, qui leur permettent d'augmenter ou de réduire le gain de chaleur ou les pertes de chaleur, par radiation ou par convection. Les porcs peuvent aussi choisir d'adopter des postures particulières, évacher ou recroqueviller, et d'entrer en contact ou non avec des surfaces qui sont de bonnes conductrices de chaleur, comme le béton, ou à l'inverse avec des surfaces qui sont bonnes pour conserver ou même pour générer de la chaleur, comme la paille ou comme les autres porcs. Ces stratégies permettent d'augmenter ou de réduire les pertes de chaleur par conduction. Finalement, comme je l'ai mentionné plus tôt, les porcs peuvent augmenter les pertes par évaporation en se mouillant le corps, comme dans une bauge.
ou pour les animaux à l'intérieur, en allant volontairement à un endroit où ils peuvent se faire arroser le corps. En plus de moduler sa température en choisissant où aller et comment positionner son corps, le porc va aussi réagir aux conditions ambiantes en modifiant ses niveaux d'activité physique et de consommation d'aliments. Les graphiques à droite de l'écran résument plusieurs études sur le stress de chaleur chez les truies en lactation. Ils démontrent que lorsque la température de l'air est assez élevée pour augmenter la température corporelle des truies, qui est mesurée par voie rectale et qui est montrée dans le graphique du haut, c'est alors que les truies commencent à consommer des plus petites quantités de nourriture, ce qui est montré par le graphique du bas. En combinaison avec une réduction de l'activité physique, c'est une façon efficace pour les truies de réduire la production de chaleur. L'animal bouge moins et il mange moins. La machine tourne au ralenti. C'est une stratégie comportementale qui est bonne pour l'animal. Ça l'aide à maintenir son confort et à maintenir son niveau de santé. Mais forcer l'animal à s'adapter de cette façon, ce n'est pas souhaitable pour le producteur, parce qu'avec une baisse de consommation vient nécessairement une perte de poids, ou du moins un gain de poids moins rapide si on pense à des animaux en croissance. L'adaptation au niveau du comportement alimentaire, ça ne se limite pas à une simple réduction de la quantité ingérée. C'est un peu plus fin que ça. En conditions de stress de chaleur, les porcs mangent autant de repas par jour, mais chaque repas est de plus petite taille et de moins longue durée. Les gros repas occasionnent une production de chaleur plus importante. Donc, cette adaptation comportementale est une bonne façon de limiter la production de chaleur par l'animal. En plus de réduire la taille des repas, les porcs vont aussi déplacer les repas dans le temps. La figure ici montre le temps passé à s'alimenter à chaque moment de la journée pour des femelles en engraissement. Les couleurs représentent les différentes conditions d'ambiance. La ligne bleue, ça représente le comportement des animaux en conditions de température normale, sans danger de stress thermique. À l'inverse, le rouge représente des animaux à très haute température ambiante. On peut voir que ces animaux réduisent leur ingestion de nourriture vers le milieu de la journée, aux heures où il fait le plus chaud, et qu'ils augmentent l'ingestion à des moments quand il fait un peu plus froid, notamment le soir. C'est une autre stratégie efficace parce que la chaleur produite après l'ingestion du repas peut plus facilement se dissiper vers un environnement qui est plus froid, l'air du soir. Il y a donc une question qui se pose en considérant ces résultats. Est-ce que les producteurs pourraient gérer eux-mêmes la taille des repas ou la disponibilité des repas aux différentes heures de la journée pour aider les animaux ou forcer les animaux à thermoréguler quand ils sont confrontés à de fortes températures? Il y a eu des études à ce sujet, mais les études se contredisent un peu. Par exemple, une étude a testé l'effet de diviser l'alimentation des porcs en engraissement en 8 petits repas, distribués à chaque 90 minutes pendant la journée. Le fait d'empêcher les porcs de prendre des gros repas n'a malheureusement pas amélioré leur réponse en conditions de stress thermique. Une autre étude, celle-ci sur les truies en lactation, a testé l'effet d'une diminution de la taille des repas, avec en plus l'ajout d'un repas la nuit. Les truies du groupe expérimental avaient donc droit à 3 repas de 1,5 kg pendant la journée, et en plus un repas de 2 kg à 22 heures. En contraste, les truies du groupe témoin avaient droit à 3 repas de 2 kg pendant la journée seulement, et rien la nuit. Les truies du groupe expérimental ont consommé de plus grandes quantités de nourriture par jour et ont démontré de meilleures performances, par exemple au niveau du poids de portée sevré. En fait, plusieurs indicateurs de performance, parmi ceux dont a parlé Véronique Ouellette dans la capsule précédente, ont démontré que ces truies étaient moins affectées par le stress de chaleur. Dans la diapositive précédente, nous avons donc vu les stratégies d'adaptation comportementale et physiologique des porcs. Il faut être conscient de ces stratégies, non seulement pour comprendre les effets du stress thermique et comment éviter ces effets, mais aussi parce que quand on sait comment l'animal réagit en conditions de stress thermique, ça nous dit qu'est-ce qu'on doit surveiller pour détecter le stress thermique. En gros,
on doit surveiller les comportements d'adaptation et aussi certains changements physiologiques qui sont observables. Si les animaux se collent beaucoup entre eux, par exemple, ça peut être signe qu'il fait froid pour eux. S'ils sont plutôt léthargiques et respirent rapidement, ça pourrait indiquer qu'il fait trop chaud. Maintenant, prenons quelques minutes pour discuter des conditions ambiantes qui sont convenables pour les porcs en production. Le graphique à l'écran, c'est un rappel de la capsule de Sébastien Fournel. On y voit que les températures critiques inférieures et supérieures, et aussi la grandeur de la zone de thermoneutralité, sont affectées par l'âge des animaux ou par leur stade de production. Ces paramètres sont grandement affectés par des différences au niveau du poids corporel, de l'épaisseur du gras, du régime d'alimentation restreinte ou à volonté, et au niveau des exigences énergétiques pour la croissance ou pour la reproduction. L'environnement physique de l'animal affecte aussi ces paramètres, et on y reviendra sur ce point dans une minute. Je reprends un autre graphique de Sébastien, un graphique qui démontre qu'on peut calculer la gamme de températures appropriées pour un animal, les températures où il sera confortable, en fonction de son poids. Par exemple, pour des animaux de 90 kg, de 200 livres en engraissement, on devrait normalement viser une température à quelque part entre 9 et 17 degrés Celsius, 49 à 62 Fahrenheit. Mais il y a une chose qui peut rendre cette tâche un peu plus difficile. C'est que nous avons des animaux qui sont logés en groupe, ou parfois des animaux en cages individuelles, mais qui sont logés dans la même grande salle. Puis ces animaux ne sont pas tous du même poids. Et donc les animaux n'ont pas tous la même zone de confort thermique. Donc si on prend un groupe hétérogène, on se retrouve avec passablement moins de jeu, si on veut maintenir une température qui va rendre tous les animaux confortables. On cherche à se maintenir entre la limite inférieure la plus élevée, qui est celle de l'animal le plus léger, et la limite supérieure la plus basse, qui est celle de l'animal le plus pesant. Pour illustrer, je suis allé vérifier l'étendue des poids dans une même salle d'engraissement pour un troupeau dont je m'adonne à avoir les données sous la main. Puis il y avait une différence de près de 100 livres entre le plus petit et le plus gros. Ce qui fait qu'on se retrouve soudain à devoir maintenir une température à l'intérieur d'une bande de 8 degrés Fahrenheit seulement. Ce genre d'hétérogénéité au sein d'un groupe d'animaux, c'est pas si rare. Chez les truies en gestation, on voit régulièrement des différences de 80 kg ou même plus entre la plus grosse et la plus petite dans un même parc, surtout lorsque les groupes contiennent un mélange de parité. Heureusement, et là il s'agit encore d'un rappel de la section de Sébastien, la zone de thermoneutralité peut être modulée en fonction de facteurs externes. Quand on ajoute un courant d'air ou un plancher de béton ou un système de brumisation, qui sont tous des aides à la thermorégulation, on peut modifier la zone de confort thermique. Puis en supposant qu'on active ces éléments en fonction de la température ambiante, on peut non seulement modifier mais même élargir la zone de confort thermique. Donc par exemple, si on fait aller le brumisateur seulement au moment les plus chauds, alors on va augmenter la limite supérieure, on va permettre aux animaux de tolérer des températures plus chaudes, et on va le faire sans affecter la limite inférieure. Et si on veut aller encore plus loin, il est aussi possible d'organiser l'environnement pour que les animaux eux-mêmes puissent décider quand utiliser les aides à la thermorégulation et quand ne pas les utiliser. De cette façon, on permet à chaque animal de démontrer des comportements de thermorégulation quand ça devient nécessaire pour lui en fonction de sa propre zone de thermoneutralité individuelle, qui peut être différente de celle de son voisin. Pour illustrer, c'est ce qui arriverait si le plus gros animal du parc va se déplacer devant un ventilateur ou sous une douche dès qu'il fait moindrement tiède dans son parc. Tandis que le petit radet, lui, attend qu'il fasse canicule avant d'aller le rejoindre. Puis c'est un concept qu'on exploite déjà à certains stades de production, notamment chez les porcelets en maternité, qui, eux, ont l'option d'aller se réchauffer sous la lampe infrarouge s'ils ont froid, ou d'en sortir s'ils ont trop chaud. Pour terminer, voici un exemple d'une étude qui a justement testé les effets de donner un accès facultatif aux porcs, soit à des douches, soit à des courants d'air. C'est une étude qui a été réalisée en Suède avec des porcs en engraissement.
et qui regardait principalement les effets de ces traitements sur les performances des porcs et sur les conséquences économiques et environnementales. Et dans les deux cas, soit avec accès à des douches ou avec accès à un courant d'air, les performances ont été améliorées comparativement à celles des porcs élevés sans aucun système de refroidissement. Pendant la durée de cette étude, 10% des journées ont été qualifiées de chaudes. Ça veut dire qu'il y avait une température de 26,8 degrés Celsius ou plus, ce qui est la température critique supérieure estimée pour ces porcs. Puis l'effet de ces 10% de journées chaudes-là, ça a été une réduction de 3,5 kg en termes de consommation alimentaire et un poids corporel de 4 kg de moins à l'abattage. Le seuil critique estimé, lui, a augmenté à 32,2 degrés avec une douche ou à 31,5 avec un courant d'air. Et puis dans les deux cas, il n'y a eu aucune baisse de performance malgré le 10% de journée chaude. Remarquez que dans les deux cas, les animaux ont pu choisir où aller en tout temps. La douche, elle est seulement dans la zone latée, ce qu'on voit sur le schéma du haut. Puis le courant d'air, il est seulement dans les aires de repos désignées, ce qu'on voit sur le schéma du bas. Pour moi, voici comment je résumerais tout cela. Je vous dirais que le porc, c'est un animal qui est fait pour vivre dans un milieu naturel où il y a de très importantes fluctuations de température, et aussi des fluctuations au niveau de l'humidité, de la radiation et d'autres paramètres ambiants. Le porc a évolué pour ça. Ça veut dire qu'il possède des mécanismes physiologiques, des mécanismes comportementaux pour la thermorégulation qui lui permettent de faire face à ces défis. En élevage, ces adaptations-là peuvent nous donner une zone tampon en élargissant la zone de confort thermique des animaux. Et ça va réduire les exigences auxquelles on fait face au niveau de la régulation des conditions environnementales au quart de tour. Cette régulation au quart de tour peut parfois avoir un coût énergétique important. Et donc un coût important aussi pour le climat. Mais pour tirer profit de ces comportements et de ces adaptations physiologiques pour la thermorégulation, il faut surtout s'assurer de donner les outils aux animaux dont ils ont besoin pour exprimer ces adaptations-là. Les animaux vont en bénéficier et nous aussi. Voici les messages à retenir pour cette capsule. La thermorégulation est limitée chez le porc, mais son comportement peut lui permettre de demeurer confortable dans une plus vaste gamme de conditions thermiques. Les adaptations physiologiques et alimentaires au stress thermique sont nuisibles pour les performances de l'animal et de l'industrie. Il est primordial de maintenir un animal dans sa zone de thermoneutralité afin d'optimiser ses performances et son bien-être. Je vous remercie beaucoup et j'espère que cette capsule vous sera utile. Voici les sources documentaires utilisées pour assembler cette capsule. Et merci à tous nos collaborateurs pour leur contribution.